pour ça que je me lève le matin, de faire des produits qui génèrent des émotions positives chez les gens. Voilà. Mais fondamentalement, je ne pense pas que je vais être un entrepreneur. Je suis fondamentalement un ingénieur qui a envie de faire des produits et qui donc se retrouve entrepreneur un peu comme c'était fréquemment le cas au 19e siècle. Donc il faut renoncer à connecter des objets dès lors que l'usage nouveau et réinventé à travers la connexion à Internet n'est pas synonyme d'un très grand bénéfice pour le consommateur. Je ne sais pas si je suis un excellent manager, en tout cas j'ai réussi à m'entourer de managers intermédiaires qui sont bien plus forts que moi à ce jeu-là. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Aujourd'hui, nous recevons le capteur de tendance, celui qui a connecté votre balance, le premier à le faire en France. Et ça a amélioré ses finances. Il réinvente la baguette magique pour la rendre technologique. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Comme Jésus, il multiplie les pains. Il rend votre maison connectée, en toute sécurité, en respectant votre vie privée et la transparence de vos données. Il ne nous vient pas de Grande-Bretagne, mais de Bretagne, toujours entouré de ses Hermione et Ron pour imaginer la prochaine licorne. Et fêter les succès à coups de champagne. Et comme il aime faire les choses bien, il rend accessible Poudlard à quelques ingénieurs. Ce n'est pas un sorcier mais un magicien. Ce n'est pas Harry mais bien Fred Potter. Bienvenue Fred sur notre podcast. Bonjour. Tu nous connais, on est un peu décalé. Donc on a fait une intro à la Daphne. Tu nous aimes bien pour ça. Hein. Elle est très très conventionnelle en fait. Fred, je vais me reprendre. Fred, c'est un remarquable entrepreneur et créateur de produits. Il a fondé Sirpac, WeThings et Netatmo et il est là aujourd'hui avec nous. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à côté de moi, mon co-host de la journée, c'est Pierre-Yves, qui est fondateur et partenaire de chez Daphne. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer, Fred, avec notre première question habituelle. Comment toi, à travers tes expériences et ce que tu fais aujourd'hui, tu participes à améliorer le monde de demain, ou en d'autres termes, cette tagline que tu adores, tu build a city for good. Donc moi j'ai une mission qui est assez, on va dire, limitée là-dedans, qui consiste à faire des logements et des habitations qui soient plus confortables, plus économes et plus sûrs. Donc c'est la mission de Netatmo qui est aujourd'hui au sein du groupe Legrand. C'est finalement, grâce à la connexion à Internet, de réinventer tous ces petits produits qu'on avait dans nos maisons qui rendent des services indispensables. Le chauffage, c'est l'exemple le plus simple à comprendre. Et que grâce à la connexion à Internet, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'accessorisation par le smartphone, on peut rendre plus efficace, plus sûr et plus confortable. Voilà, très modestement, c'est notre participation à la contribution d'un monde meilleur. On avait justement une question par rapport à ce monde connecté dans lequel on vit. Oui, les géants de la tech de manière générale, les Steve Jobs, etc., on essaye de trouver un cadre pour leurs enfants en essayant de ne pas trop les connecter, ne pas avoir trop accès aux écrans, etc. Comment tu vois ces choses, toi ? Est-ce qu'un monde connecté est forcément pour un avenir meilleur ? Est-ce que tout doit être connecté ? Alors, il y a plusieurs questions. Il y a d'abord quel est le comportement des enfants et la manière dont on doit élever ses enfants par rapport à la technologie. Et c'est l'exemple que tu cites. Et là, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il est très important d'éloigner autant que possible les enfants de la technologie, enfin des usages addictifs de la technologie. Et donc, moi, mes enfants ont toujours été les derniers de leur classe à avoir accès au smartphone, etc., puisque je leur donne à 16 ans, ce qui est par rapport aux critères actuels très tardif. Donc là, je suis parfaitement d'accord, en essayant plutôt de leur apprendre les bases scientifiques et technologiques pour concevoir ces objets-là, plutôt que pour en être les clients. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sur le monde connecté, il faut être très précis, et ça, c'est quelque chose qui est au cœur du succès des entreprises que j'ai créées, c'est d'aller toujours chercher l'utilité derrière le gadget. On n'a jamais fait de gadget. On a toujours fait des produits hyper utiles qui sont en général dans des catégories de consommation très clairement définies, très bien comprises par le consommateur. Et c'est ce qui fait qu'on a toujours eu du volume et qu'on n'est pas parti aux oubliettes du CES comme beaucoup de nos compétiteurs. Et est-ce que tu y vois une limite ? Est-ce qu'il y a des choses dont tu pourrais penser qu'elles doivent être connectées et qui finalement ne le seront jamais ?
Je pense qu'il y a surtout beaucoup d'objets qui n'ont pas vocation à être connectés et ceux-là, on s'emploie à ne surtout pas s'en approcher. Un exemple que j'aime bien utiliser, c'est le grille-pain. Quelle est la valeur ajoutée d'un grille-pain connecté? 0, donc ne connecte pas à Internet ton grille-pain. Voilà, et donc il faut renoncer à connecter des objets dès lors que l'usage nouveau et réinventé à travers la connexion à Internet n'est pas synonyme d'un très grand bénéfice pour le consommateur. Voilà. Donc c'est une grille de lecture très précise qui fait que le nombre d'objets à connecter est fini, mais suffisamment large pour pouvoir monter des business assez gros. Et du coup, ça commence par quoi? Quand vous décidez de créer, justement, vous regardez le premier truc que vous avez en tête, c'est OK, est-ce que ça va être utile? Vous avez quoi en tête? Alors, d'abord, en fait, il y a 2 travaux à mener en parallèle. Le premier travail, c'est de s'assurer qu'on est sur une catégorie d'objets que le consommateur comprend bien et qui correspond à une réelle utilité et dont il y a un volume sous-jacent dans l'industrie qui est important. Exemple typique, le thermostat pour chaudière. Donc tu regardes le marché en disant qu'est-ce qu'il y a comme thermostat pour chaudière, c'est quoi les volumes, etc. Ou la station météo. Moi j'ai fait une étude de marché sur la station météo, tu vas regarder les prospectus des sociétés cotées qu'on fabrique. Enfin d'abord il y a un travail analytique pour savoir si le marché qu'on adresse existe. Et deuxièmement, ensuite il y a un travail d'étude de la compétition. Que font les autres? Est-ce qu'ils le font bien? Il y a beaucoup de catégories de produits sur lesquels on a vu des gens qui avaient très très bien travaillé et finalement on n'avait rien de mieux qu'eux à faire et donc on n'a rien fait. Et puis ensuite, il y a un travail créatif qui consiste à dire je me suis assuré que cet objet était suffisamment compris et suffisamment grand public pour qu'il m'intéresse. Deuxièmement, je n'ai pas vu de compétiteurs qui, grâce à la connexion à Internet, en avaient tiré toute la moelle. Et donc là, je fais mon boulot de concevoir ou reconcevoir ce produit autour de la connexion à Internet. Donc c'est vraiment un travail ultra analytique et surtout pas, on va dire... un truc classique. Alors, je me suis levé un matin et en me brossant les dents, je me suis dit que non, c'est pas comme ça qu'on fait des objets connectés en général. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui te passionne là-dedans, en fait, depuis, ça fait 25 ans? Ça fait 25 ans. Moi, mon moment de plaisir, c'est quand je vois un consommateur, quand je croise comme ça, dans ma vie sociale, un consommateur qui a acheté mon produit et qui me dit donc qu'est-ce que tu fais? Moi je travaille dans cette société-là. Ah bon, très bien, j'ai acheté ce produit, et il me raconte les moments de joie, les moments de bonheur ou les anecdotes autour de l'usage de son produit avec lequel il a réussi à créer un lien émotionnel qui lui a apporté souvent de la joie, parce qu'en fait les produits qu'on fait, c'est des produits qui améliorent l'habitat. C'est très important pour les gens, l'habitat. Et donc il vous raconte des anecdotes des animaux étranges qu'il a vus dans son jardin avec nos caméras d'extérieur, la manière dont il a un meilleur confort quand il va dans sa maison de famille, où il se retrouve avec ses frères et sœurs, etc. Donc, grâce au thermostat. Et donc, finalement, c'est ces moments de vie. Moi, c'est pour ça que je me lève le matin, de faire des produits qui génèrent des émotions positives chez les gens. Voilà. Tu es toi-même utilisateur de tes propres objets connectés? Bien sûr, je les ai tous de manière complètement maniaque. D'ailleurs, mes enfants se moquent de moi parce qu'en général, j'ai des prototypes pas toujours bien terminés, avec des étiquettes et des fils qui sortent. Et ils me disent, sur lesquels il y a des défauts, en général, puisque c'est des prototypes. Et bien sûr, j'essaie de vivre avec. Je les pose sur mon bureau pour vérifier que, d'un point de vue du design, on s'en lasse pas, etc. Donc oui, bien sûr, j'ai tous les produits. Je dirais, quand on sort un nouveau produit chez Netatmo, il y a une espèce de cérémonie à l'intérieur de la boîte dans laquelle on remet les prototypes aux gens qui vont le tester, d'abord en interne, donc les salariés, et puis à partir d'un certain niveau de qualité avec quelques, on va dire, ce qu'on appelle les ambassadeurs de la marque. Donc c'est des clients qui l'achètent, mais avant le lancement, pour nous aider à finir la mise au point. Et c'est très important, ces moments-là. C'est où on voit finalement est-ce que le produit, entre guillemets, marche, au sens est-ce qu'il crée de l'émotion, est-ce qu'il est utile. C'est des moments passionnants. On était avec Bruno Maisonnier il n'y a pas longtemps, qui lui rend l'intelligence artificielle vraiment intelligente. Et toi, quand on lit dans les journaux, tu es celui aussi qui crée les objets vraiment intelligents. Tu disais qu'il y en a qui ne sont pas utiles. Concrètement, c'est quoi les rendre vraiment intelligents, tu vois? Tu pourrais nous donner des exemples encore un peu plus poussés dans ce qui est un outil, en fait, ce qu'on ne devrait pas acheter finalement, ce qui est inutile pour nous.
Sur ces questions-là, il faut lire Dieter Rams. Donc Dieter Rams, c'est un grand designer des années 50 qui est réputé pour avoir fait tout un travail chez Braun. Il a fait beaucoup d'objets iconiques que si on vous les montrait, vous les reconnaîtriez instantanément dans les années 50 et 60. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'un bon objet. C'est un objet qui est honnête, c'est un objet qui rend un vrai service, c'est un objet qui est discret, c'est pas un objet vulgaire. En fait, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est-à-dire d'avoir toujours, même si c'est des objets connectés, donc il y a une composante logicielle en plus du design tel que le décrivait Dieter Rams. En fait, c'est les mêmes valeurs, c'est les valeurs intrinsèques. De ce point de vue-là, on est beaucoup aidé par Apple, qui a réussi à imposer ces tendances-là de manière massive et à créer un standard de consommation de qualité qu'on n'avait pas avant, voilà, ou qui était, on va dire, plus élitiste avant et que Apple a réussi à rendre vraiment grand public. Donc voilà, c'est une mécanique. Et moi, ce qui me fascine, c'est d'avoir créé finalement une équipe qui aujourd'hui vit toute seule et qui a complètement intégré ces mécanismes à faire des produits. Et aujourd'hui, notre mission au sein du groupe Legrand, c'est de faire percoler cette culture au sein d'un groupe traditionnel industriel français. On a écouté. C'est une bonne transition vers l'intégration dans les groupes. C'est pas la première fois que tu crées une start-up qui se fait racheter par un groupe. L'intégration est quelque chose qui n'est pas facile. Tu te lances, tu pars de cette idée, tu vas aménager cet usage et créer le produit idéal. Comment tu arrives à continuer de le faire dans un grand groupe et comment ça s'organise ? Surtout quand on a du mal avec l'autorité. Parce qu'on a écouté avec attention le podcast de Mathieu Stéphanie et tu le dis toi-même, ce sont tes mots, que tu as un petit peu de mal avec l'autorité. Comment on fait quand on arrive dans le groupe Legrand ? Alors d'abord, le groupe Legrand, c'est un groupe qui est très bien géré. Et on les connaissait bien avant de leur vendre la société parce que on a travaillé 3 ans avec eux sur un projet industriel avant finalement de leur vendre une participation majoritaire. Donc on les connaissait bien, c'est une société qui est très bien gérée avec des gens qui sont efficaces, humbles, directs. C'est peut-être parce qu'ils sont de Limoges, c'est peut-être parce que ça fait 150 ans qu'ils existent. Et donc finalement, d'un point de vue culturel, et puis voilà, c'est une belle marque, c'est une belle marque française, même si aujourd'hui le groupe est très très international. Donc je pense que c'est assez facile. Moi, j'ai eu la malchance de vendre ma première société à une autre boîte du CAC 40 à l'époque, qui s'appelait Technicolor, ça n'avait rien à voir. C'est des gens qui n'étaient pas bons, qui travaillaient mal, qui n'avaient pas de bonne valeur d'entreprise ou personnelle. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, ça dépend énormément de ce sur quoi on tombe. Et Legrand, de ce point de vue-là, c'est une très belle boîte. Et c'est pour ça que je suis très attaché à réussir cet arrimage. C'est parce qu'on a envie que l'acquéreur soit satisfait. Qu'est-ce que tu trouves compliqué, toi, du coup, depuis que tu as intégré le groupe ? Ou différent ou Il y a un peu plus de process, un peu moins de créativité, ce qui est normal dans une société de 37 000 personnes. Et voilà, et donc c'est sûr que ce n'est pas forcément, on va dire, les sujets sur lesquels j'ai les plus grandes qualités. Et je consacre moins grande partie de mon temps à la créativité que par le passé. Mais d'abord, c'est l'occasion aussi pour moi de confier à certains de mes collaborateurs les responsabilités principales sur ces sujets de créativité. Donc il y a aussi c'est l'occasion d'assurer une transmission de ces dispositifs et puis une fois de plus d'être en mission pour que l'arrimage se passe bien. En parlant de transmission aussi, on avait envie de parler aussi d'une autre initiative que tu as mis en place, c'est le fonds de dotation Anne et Frédéric Potter. Et justement, qui vise à aider les meilleurs dans les grandes écoles d'ingénieurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire peut-être le nombre d'étudiants que vous avez aidés aujourd'hui ? Et puis, tu vois, cette notion de transmission, elle se voit encore dans cette initiative-là ? L'analyse je pense qu'il y a vraiment 2 étapes. Il y a d'abord une analyse un peu théorique
Et puis ensuite, il y a ce qu'on fait modestement avec le fonds de dotation. L'analyse théorique, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, 50 ans ou 100 ans, le système éducatif est un peu fermé aux gens d'origine très modeste pour deux raisons. La première, c'est que les riches ont déployé toutes sortes de stratégies visant à acheter, entre guillemets, des diplômes à leurs enfants. Donc ça. Et deuxièmement, parce que une partie du corps enseignant, finalement, a créé un système qui est très très compliqué, ce qui leur permet, comme eux, ils ont la carte du labyrinthe, finalement, d'aider leurs enfants. Et tout ceci se fait au détriment d'un certain nombre de gens qui, comme l'écrirait Piketty, ne sont ni dans la gauche brahmane, ni dans la droite marchande, et donc n'ont pas l'argent pour payer l'ouverture de la porte, et n'ont pas non plus la carte du labyrinthe pour pouvoir passer par la fenêtre ou la cheminée. Et donc ce qu'on essaye de faire très modestement, c'est de libérer les contraintes financières pour, parmi les élèves, donc nous c'est un dispositif qui s'adresse aux élèves de terminale, qui ont des dossiers pour entrer dans les meilleures prépas, donc ça veut dire qu'en fait, ils ont déjà eu des révélations antérieures auxquelles peut-être d'autres associations ont participé, et nous, on vient juste leur assurer, pour leurs 5 années d'études, ou 6 s'ils doivent redoubler leur prépa, jusqu'à l'obtention du diplôme d'ingénieur, le soutien matériel nécessaire pour qu'ils n'aient pas à faire de compromis pendant leurs études. Voilà. Donc on a fait notre première promotion il y a quelques semaines, avec 12 élèves qui sont donc rentrés au mois de septembre. Et on est en train de mettre en place le dispositif pour faire la nouvelle promotion. Donc c'est un accompagnement financier, principalement, voilà. Et vous essayez d'aller au-delà Alors nous, notre mission, il y a plein de gens, alors surtout sur le travail, sur les croyances limitantes, le travail sur le fléchage du labyrinthe, il y a d'autres associations qui font ça très bien. Il y a Article 1, avant Fratelli, avec un système de parrainage qui faisait ça très bien. Il y a Télémac, qui fait ça aussi très très bien pour les collégiens. Donc il y a toutes sortes de dispositifs auxquels on ne veut pas se substituer. Nous, notre accompagnement principal, effectivement, c'est l'argent. Parce que voilà, c'est bien, il faut de ça aussi. Donc ça vient souvent en complément d'autres choses, d'autres types de soutien auxquels on ne participe pas. Voilà, mais évidemment, se crée une communauté avec nos alumni qui, malgré les conditions sanitaires, ont réussi à se rencontrer, voilà, et qui maintenant, certains sont dans la même classe et se sont finalement découvert qu'eux-mêmes étaient tous issus de ce dispositif. Et puis on espère que ça va être une communauté qui va grandir et qui, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, trouvera les moyens de faire continuer cette initiative sans nous. Voilà. Bien sûr. Et géographiquement, c'est une communauté qui est dispersée, du coup, ou c'est des étudiants, enfin, pour le coup, des lycéens qui peuvent postuler de n'importe où en France? Alors, ils peuvent postuler de n'importe où en France. Quand on cherche, quand on fait un dispositif qui s'adresse aux gens modestes, assez rapidement, on a des gens qui viennent des DOM, puisque c'est très difficile de faire des études sélectives dans les DOM. On a des gens qui viennent de zones rurales, pour lesquelles les études sélectives passent par le fait de devoir se loger à Paris, à Lyon, à Toulouse ou à Tours, qui sont des villes plus coûteuses. Et puis des gens qui viennent, évidemment, de la grande banlieue parisienne. Voilà, donc il se trouve qu'on a un recrutement qui est principalement, on va dire, un recrutement rural, et puis aussi un recrutement d'hommes et banlieue, mais principalement rural. Et c'est une initiative qui t'est venue naturellement avec ton épouse après avoir, on l'a dit, tu as déjà revendu plusieurs boîtes et tu es un entrepreneur remarquable, mais ça vous est venu à quel moment? Comment on se dit, tiens, on va monter un fonds de dotation et... L'idée, c'est, derrière ça, on mange qu'un steak par jour. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on a vendu 3 sociétés, effectivement, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va laisser d'autre que un bon souvenir aux gens. Et donc voilà, on s'est dit, on va consacrer une partie de notre patrimoine à cette initiative. Voilà, ma femme aussi est ingénieure, comme moi, elle est docteur en sciences. Donc c'est vraiment un projet commun. Et ensuite, on a cherché un peu le dispositif. Voilà, est-ce qu'on fait un truc pour les femmes et la science, qui était une des idées. Et puis finalement, voilà, on s'est dit, on va faire un dispositif pour tout le monde, sans faire une catégorisation
on va dire, basé sur des critères de genre. Bien sûr. Donc c'est un dispositif ouvert à tous. Il faut avoir envie de faire des études sélectives, il faut être bon en maths, et à ce moment-là, vous rentrez dans le dispositif, et puis nous, on va payer jusqu'à ce que, d'ailleurs, je pense que ça nous coûtera beaucoup moins cher que prévu, parce que comme on a une grande fraction de ces étudiants-là qui va rentrer à l'école normale supérieure ou à l'école polytechnique, on aura à les accompagner que 2 ans, et donc on pourra en prendre plus l'année d'après, et créer, je l'espère, une communauté qui, dans 15 ans, dans 20 ans, arrivera à s'autofinancer. Oui, parce que pour préciser, tu leur demandes à chacun, au moment où ils postulent, un plan de trésorerie pour justifier. Non. Oui, alors, on leur demande. D'abord, c'est sous condition de ressources des parents. Oui. Donc, donc il faut effectivement. On veut être sûr. C'est pas un prix, c'est une bourse. Ça répond à un besoin. C'est-à-dire c'est pas un prix où on vient féliciter des gens qui ont fait de très belles études secondaires en leur donnant de l'argent. C'est une bourse qui vise à les accompagner, qui vise à rendre possible quelque chose qui n'aurait pas été possible si on n'était pas là. C'est vraiment un dispositif. C'est pas un prix, c'est une bourse. Donc ça s'adresse effectivement. Il y a des conditions de ressources. Et nos alumni sont en général issus de milieux modestes, voire très modestes. Je rebondissais sur le fait que c'est vrai qu'il y a des écoles qui coûtent plus cher que d'autres ou qui sont financées par elles-mêmes, dont tu parlais tout à l'heure. Où les ressources peuvent être différentes en fonction des étudiants. L'État a fait un choix qui est celui d'éparpiller les APL sur tout le monde plutôt que de les concentrer sur ceux qui en ont besoin. Ce qui est normal, d'ailleurs, parce que c'est le principe de la démocratie. Tout le monde veut avoir la main sous le robinet. Et donc aujourd'hui, on est obligé d'avoir des initiatives privées qui viennent se substituer finalement à l'éducation, on va dire, de la Troisième République, qui était probablement beaucoup plus universaliste que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Pour revenir sur les boîtes que tu as montées, qu'est-ce qui a changé finalement entre la première boîte que tu as montée, entre Sirpac, Netatmo, et si demain tu devais remonter des boîtes, les éléments structurants? Ça, c'est une première chose. Je suis un peu moins fougueux, j'espère un peu moins colérique. Il y a énormément de choses qui ont changé, un peu plus sérieusement. Le plus frappant, c'est le contexte. C'est-à-dire quand j'ai créé ma première société, c'était les Martiens qui faisaient entrepreneur. C'était très très mal vu. Il y avait très très peu de fonds pour nous financer. Une fois que ma première société c'est dans les télécoms, et il y a un cadre d'Alcatel qui m'a dit de toute façon, si tu as créé une boîte dans les télécoms plutôt que de venir travailler chez Alcatel, c'est que tu n'es pas bon. Parce que si tu étais bon, tu bosserais chez Alcatel. Donc, et d'ailleurs, il avait raison, entre guillemets, puisque la voie royale à l'époque consistait à travailler pour des grosses boîtes. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Tout le monde a envie d'être entrepreneur. Ça frise d'ailleurs parfois un peu au ridicule. Donc ça, c'est vraiment le changement le plus frappant de l'écosystème de la création des entreprises. Mais tu vois, toi qui a créé la première et la dernière, il y a bien pour tous ces entrepreneurs qui écoutent et qui justement, toi tu es encore dedans, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou pas, ou dire des choses que tu as fait, qui ont réussi, parce que c'est plus la même chose. Quand on entend des entrepreneurs qui ont monté des boîtes et ils sont un parcours incroyable, mais en 1995 ça a changé en fait. Et on écoute des conseils souvent de ces entrepreneurs-là qui sont remarquables, mais qui ne sont plus finalement dans l'opérationnel ou vraiment dans l'entrepreneuriat. Alors que toi, tu y es encore. Voilà, moi je suis très opérationnel. Je dirais pour un entrepreneur qui veut monter sa boîte, la question centrale, c'est de savoir pourquoi il veut monter une boîte. Et en fait, il m'arrive de donner un cours dans certaines formations sur la création d'entreprises. En suivant le format, quand je dois faire la version longue, je pose cette question à la salle, je fais un tour. Pourquoi tu veux créer une boîte ? Pourquoi tu veux créer une boîte ? Et en fait, on entend beaucoup de réponses convenues pour avoir un impact étant probablement la plus vague et la plus bidon qu'on puisse entendre. Pour être libre, pour être indépendant, donc les gens ne font pas la différence entre la liberté, l'indépendance, cette volonté d'impact. Et en fait, il faut, avant de créer une entreprise, savoir pourquoi on le fait.
On gagne toujours à savoir pourquoi on fait les choses, surtout quand on fait quelque chose d'aussi structurant pour sa carrière. Et beaucoup d'entrepreneurs ne se sont pas posé les questions. La réalité, c'est qu'on le fait souvent parce qu'on est à la recherche de prestige. Quelque chose qui est difficile à admettre ou à avouer. Et donc, il faut avoir ça de manière très, très claire. Il faut surtout s'assurer que ses associés ont les mêmes objectifs. Parce que si vous montez une boîte parce que vous avez envie d'être riche pour prendre votre retraite jeune et que vous vous associez avec quelqu'un qui a envie de monter une boîte de manière à construire une usine dans le lieu d'où il est natif, de manière à créer de l'emploi, c'est sûr que vous allez finir par avoir un conflit d'actionnaires un jour. Donc il faut faire ce travail pour soi, il faut faire ce travail et il faut exiger finalement que vos associés fassent le même travail. Et ensuite, il faut avoir une conversation mature et adulte, de juste constater si oui ou non on a les mêmes objectifs de vie. Si on n'a pas les mêmes objectifs de vie, il ne faut pas s'associer avec les personnes en question. Voilà, pour moi, ça, l'enseignement le numéro 1 avant de... la question à laquelle j'invite les entrepreneurs de réfléchir. Toi, tu disais aussi que c'était pour échapper un peu à... Tu avais envie d'être libre. Au final, on n'est pas tellement libre quand on est... On avait cette conversation avec les partenaires de chez Daphne. Moi, je leur disais, vous avez de la chance, vous êtes fondateur, vous êtes libre. Mais tu n'es absolument pas libre quand tu es entrepreneur. C'est pire même. C'est pire. Un partenaire chez Daphne, il n'est pas libre. Il est pris en tenaille entre ses participations d'un côté et ses LPs de l'autre. Donc, c'est la position sur Terre où tu es la moins libre, probablement, qui existe. Donc, si on veut être libre, il faut être profession libérale. Il ne faut pas être entrepreneur. Et entrepreneur, vous avez vos actionnaires, vous avez le conseil d'administration, vous avez vos salariés, vous avez le marché, vous avez l'écosystème, vous avez plein de gens qui vous contraignent. Donc, moi, je pense que j'étais fondamentalement pas fait pour créer des sociétés. J'étais pas fait pour être entrepreneur. Moi, je suis un ingénieur. Si on me demande ma profession, je réponds ingénieur. Mon métier, c'est de concevoir des produits. Il se trouve que j'ai pas, quand j'étais jeune, trouvé le bon endroit pour pouvoir exprimer ma créativité de création de produits dans un contexte bienveillant, ce qui fait que j'ai été assez rapidement, entre guillemets, poussé vers l'entrepreneuriat, d'ailleurs par mes patrons de l'époque, qui m'ont dit, mais en fait, il faut que tu crées des sociétés pour mettre au point ces produits-là. Mais fondamentalement, je ne pense pas que je être un entrepreneur, je suis fondamentalement un ingénieur qui a envie de faire des produits et qui donc se retrouve entrepreneur un peu comme c'était fréquemment le cas au 19e siècle. Voilà, peut-être que si j'avais été en Chine ou aux États-Unis, dans lequel on va dire que l'écosystème des grosses sociétés est un peu différent, ce qui fait que ce genre d'initiatives d'intrapreneurs sont plus faciles, j'aurais probablement jamais créé de société. Oui. C'est une bonne transition. Quand on entend parler de toi sur le marché, on entend à la fois que tu es un très bon leader, alors même si tu es ingénieur, mais tu es un très bon leader, et tu es aussi un bon manager qui fédère ses équipes. Et on a beaucoup de discussions, nous aussi en parallèle, sur est-ce qu'un entrepreneur doit être leader et manager? Idéalement oui, mais c'est compliqué parfois d'être les deux. Est-ce que tu as un... Je ne sais pas si je suis un excellent manager. En tout cas, j'ai réussi à m'entourer de managers intermédiaires qui sont bien plus forts que moi à ce jeu-là. Donc, dans toute l'histoire de mes sociétés, d'ailleurs, c'est souvent les mêmes. Une jeune femme comme Nathalie Lamy, qui est la patronne de la R&D chez Netatmo, c'est elle qui est on va dire le manager on va dire de premier rang. Florian Deleuil, aujourd'hui, qui est le patron du produit, donc le CPO chez Netatmo, je dirais que c'est lui qui porte la vision et qui est le leader. Philippe Citroën, aujourd'hui, il est et le manager et le leader sur la vision commerciale et marketing de l'entreprise. Donc, le boulot d'un patron de boîte, c'est de recruter des rockstars. Deuxièmement, de s'assurer que, pour que les rockstars puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, de s'assurer que, on va dire, il n'y a pas de politique dans l'organisation. Et donc, de savoir faire partir les gens qui, de temps en temps, sont nuisibles à l'organisation. Donc, ça, il faut savoir les faire partir. Troisièmement, de trouver de l'argent, parce que les rockstars, ça a besoin de carburant pour fonctionner. Et puis quatrièmement, fixer la direction stratégique. Une fois que tu as la bonne équipe, si tu as de l'argent, et si tu n'as pas embarqué de personnes nuisibles dans l'organisation, c'est très facile de trouver la stratégie. Ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Ça a l'air si simple, Fred, quand t'en parles. Mais ces rockstars, elles sont pas partout. Hein.
Non, Ça, c'est mais plus dur, hein. en à les fait, trouver. non, on a un très très bon écosystème, on a des ingénieurs de très bonne qualité, on commence à avoir, on a aujourd'hui des bons commerciaux, on a des bons managers. C'était beaucoup plus compliqué il y a 20 ans. On a des Français qui sont partis à l'étranger pour travailler. Voilà, on a des étrangers qui acceptent de venir travailler en France. Et on a vraiment un vivier de talent aujourd'hui de très très grande qualité. Et puis avec le creuset, on va dire, des scale-up françaises qu'il y a aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens dans ce pool. Donc non, je pense que c'est beaucoup plus facile positif, qu'il y a ça. 25 ans. Ouais. Avant de terminer, comme on n'invite que des visionnaires dans ce podcast qui nous entourent, on aurait aimé un petit peu que tu nous dises déjà les projets chez Legrand, peut-être, et ta vision aussi de la maison connectée. On va vers où? Alors, Tu nous emmènes où? moi, je ne vais pas parler des projets opérationnels chez Legrand parce que ce n'est pas mon rôle. Et puis, Legrand, c'est une société cotée. Donc, la manière dont on annonce nos nouveautés, nos innovations est très contrôlée. Donc, je ne vais pas vous parler de ça. Je dirais ma vision à très long terme, c'est de dire qu'on va devoir décarboner massivement l'habitat. C'est-à-dire aujourd'hui, 40% de notre consommation d'hydrocarbures en France, elle est liée au chauffage du bâtiment. Et le transport aérien, c'est 3%. Alors aujourd'hui, on se met la honte quand on prend l'avion, alors qu'on consomme quand même 15 fois plus. On émet 15 fois plus de CO2 à chauffer les bâtiments qu'à prendre l'avion. Et pour chauffer les bâtiments, on a d'autres manières que de relâcher du CO2, alors que pour voler en avion, c'est moins clair. Donc, on va avoir une transition massive, en particulier sur le sujet du chauffage, de l'utilisation des énergies fossiles vers le tout électrique. Le tout électrique, en particulier intermittent, puisque l'électricité a un prix variable en fonction. Les jours où il y a du vent et du soleil, il vaut beaucoup moins cher que les jours où il fait nuit et où il n'y a pas de vent. Et donc tout ceci va nécessiter d'avoir des systèmes de contrôle dans la maison pour piloter l'énergie qui vont être de plus en plus complexes. Alors c'est vrai dans les grandes entreprises, dans les grands centres de consommation. Aujourd'hui, si vous avez un haut fourneau, vous avez une relation particulière avec EDF parce qu'éventuellement, on va vous demander d'arrêter votre haut fourneau à certains moments. Mais ça va finalement percoler beaucoup plus profondément, y compris dans l'habitat. Et de ce point de vue-là, une société comme Legrand, qui est très présente dans tous les logements, dans les 30 millions de logements et dans les petits bâtiments, les tertiaires, les boutiques, etc., à travers son appareillage électrique, ses offres de tableaux, a un rôle important à jouer. Cette transition, elle met du temps. Je suis un peu frustré quand je vois le 110 milliards de plan de relance. Pour 110 milliards, vous pouvez créer 6 EPR, déployer ce qu'il faut comme panneaux solaires et éoliens, et mettre en place les systèmes de contrôle dans l'habitat pour totalement décarboner l'habitat. On n'a hélas pas pris cette direction-là, mais je pense que c'est ça le grand défi stratégique auquel on va être confronté à l'avenir. Ok. Avant de terminer, on a quelques questions à te poser. Pour vraiment terminer, on a toujours du mal à terminer. Et ce seront les dernières questions, Fred. Alors, est-ce que tu peux nous dire le dernier plat que tu as préparé? Oui, j'ai fait une fondue. Déjà? J'ai fait une Bravo. fondue, c'est le dernier plat que j'ai préparé. Bourguignonne ou savoyarde? Non, savoyarde, une fondue savoyarde, voilà, où je voulais en faire une très bonne. Et donc j'ai fait une très bonne fondue savoyarde, avec mes garçons d'ailleurs, qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Du bon fromage, avec du bon fromage, avec de l'ail, enfin voilà, tiens, bien, ça semble simple, mais en fait, je voulais savoir bien faire ce plat et c'est chose faite. La personne avec qui tu rêverais de prendre un café, est-ce qu'il y en a une? Ah oui, j'aimerais bien avoir le plaisir de rencontrer Piketty, dont j'ai lu les bouquins avec très très grand intérêt. J'ai un certain nombre de questions techniques à lui poser sur ses livres. Voilà, donc j'aimerais bien avoir l'occasion d'échanger avec lui, très modestement, parce que moi je ne suis pas chercheur, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les chercheurs. J'ai fait un peu de recherche pendant ma thèse et une très courte carrière universitaire. Mais voilà, donc ouais, Piketty, ouais. Ok.
l'objet connecté que tu recommandes d'acheter pour Noël? Bon, n'importe lequel, du moment que c'est un objet Netatmo. Bah oui. Lequel de chez Netatmo? Voilà, je dirais le thermostat, parce que c'est finalement celui qui a le plus changé ma vie, c'est les télécommandes de fenêtres de toit qu'on a faites pour Velux, où vos fenêtres de toit s'ouvrent et se ferment toutes seules pour aérer, etc. Et ça a vraiment changé la manière dont on vit dans nos pièces sous toit. Mais il faut avoir la chance d'avoir un toit avec des Velux motorisés, donc c'est pas pour tout le monde. Mais pour tout le monde, c'est le thermostat. Oui. Ok. Est-ce que tu es plutôt Vendée Globe ou Route du Rhum? Je ne sais pas. Pas de réponse. Pas de réponse. Les deux? Peut-être, oui. J'ai le mal de mer. Moi, j'ai arrêté de faire de la voile parce que j'ai le mal de mer. Donc, c'est là où tu touches une de mes grandes frustrations. Ah. Bon, eh ben, écoute, on va s'arrêter là, Fred. On a déjà dépassé le timing. On n'est pas rentré dans le détail de tout ton parcours et tes expériences parce que tu l'as très bien fait dans le podcast de Mathieu Stéphanie et qu'on vous recommande d'écouter. Il y a 1h30 avec Fred Potter. Nous, on a préféré lui parler d'autres sujets et on te remercie énormément d'être venu. On te remercie aussi pour être resté en France, hein, parce que malgré tous ces succès, malgré tout ce que tu as fait, tu n'as pas fui, tu n'es pas parti. C'est ta femme, c'est ton épouse qui t'a permis de rester. Oui, enfin c'est les hasards de la vie, mais il ne faut pas considérer que ceux qui partent fuient, c'est pas le mot. Hein. Ils vont avoir une expérience à l'international, souvent après ils reviennent. C'est pas parce qu'on part qu'on fuit. Et puis on est citoyen du monde, donc je pense qu'on a la chance d'avoir un excellent écosystème pour créer des sociétés de taille moyenne comme ce qu'on a fait, pour travailler sur de très très grandes aventures. Aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à Paris qu'ailleurs, et c'est pas une fuite que de les rejoindre. Donc moi je jette pas du tout la pierre à mes collègues de promo qui ont fait toute leur carrière aux États-Unis par exemple. Non, c'est vrai. Mais on peut te remercier d'être resté et d'avoir créé 3 entreprises ou 4 ici en France. Oui, bon, je suis pas très sensible. On leur disait rien, on disait juste, pas très sensible. On te disait juste merci. Bah, c'est gentil. Voilà. Et puis de transmettre surtout à travers toutes les initiatives et le fonds de dotation aussi. Donc voilà, un grand merci d'être venu et de nous avoir parlé de tout ça. Et puis merci aussi à mon co-host Pierre-Yves. Merci beaucoup Fred. Merci de votre accueil. Et à bientôt sur le podcast de Daphné. Salut. À bientôt.